Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour ce 13h sur Al24 News, à la une de l'actualité de ce dimanche 2 janvier. Les Tunisiens sont appelés à participer massivement à une consultation populaire, une consultation numérique vivement critiquée par l'opposition. Au Soudan, démission ou pas du Premier ministre Abdallah Hamdok, la situation reste très tendue dans le pays. Et cet incendie au Parlement sud-africain, aucune victime n'a été signalée pour le moment, mais des flammes qui étaient visibles au-dessus du bâtiment. Économie, naissance en Asie de la plus grande zone de libre-échange au monde. Elle regroupe la Chine, le Japon, l'Australie et la Corée du Sud. Du 1er janvier au 20 mars, les Tunisiens sont appelés à participer massivement à une consultation populaire portant sur des questions politiques, économiques, éducatives ou encore culturelles, devant faire émerger des idées qui serviront de base à des amendements constitutionnels. Cette consultation numérique lancée par le président tunisien Kais Saïed ne fait pas l'unanimité en Tunisie et est vivement critiquée par l'opposition. Sohila Kilal. Ce début d'année en Tunisie est marqué par le lancement d'une plateforme numérique de consultation nationale annoncée par le président Kais Saïed à l'occasion d'une allocution télévisée le 12 décembre dernier, durant laquelle le président tunisien a dévoilé une feuille de route de sortie de crise. Six thématiques en tout y sont présentes, dont l'économie, la politique ou encore la santé. En plus des questions soumises, les internautes auront la possibilité de laisser des commentaires. Cette consultation est prévue jusqu'au 20 mars, mais son organisation fait débat en Tunisie. Si beaucoup sont pour cette consultation, certains partis, notamment ceux de gauche et du centre, expriment beaucoup de réticence. Les craintes surviennent surtout de cette catégorie qui ne veut pas voir les acquis de la révolution de 2011 s'évaporer et qui voit dans chaque prolongation de ces réformes une menace pour l'économie et l'avenir politique du pays. Et des unités avancées de l'armée populaire de libération sahraoui, APLS, ont bombardé des sites des forces de l'occupation marocaine retranchés derrière le mur de sable dans les deux régions de l'Aqad et de Amitir Lemkhinza dans le secteur de Mahbes, selon le communiqué militaire rendu public samedi par le ministère sahraoui de la Défense. La communauté des États ouest-africains CEDEAO tiendra le 9 janvier courant à Accra, capitale du Ghana, un sommet extraordinaire sur le Mali, selon la radio française internationale. Jeudi dernier, les participants aux assises nationales de la refondation tenues à Bamako, présentées comme la phase finale des consultations préalables à des élections et un retour des civils au pouvoir au Mali, ont proposé de prolonger l'actuelle transition de 6 mois à 5 ans. Et l'administration de Joe Biden a annoncé ce dimanche avoir exclu l'Éthiopie, le Mali et la Guinée de l'AGOA, un accord commercial liant les États-Unis à l'Afrique. Washington a jugé que les actions prises par ces trois gouvernements en violent les principes. L'African Growth and Opportunity Act est un accord commercial mis en place en 2000 sous l'administration Clinton pour faciliter et réguler les échanges commerciaux entre les États-Unis et l'Afrique. Et nous vous le disions en titre, au Soudan, depuis quelques jours, les informations laissent place aux rumeurs, mais également aux doutes concernant le statut du Premier ministre Abdallah Hamdok. Est-il, oui ou non, assigné à résidence? Sa démission sera-t-elle acceptée ou pas? D'autant que la pression de la rue est de plus en plus forte. Des questions qui en disent long sur la situation actuelle dans le pays. Leila Gertal. Le Premier ministre Abdallah Hamdok avait annoncé il y a une semaine qu'il démissionnerait dans les jours à venir et qu'il remettrait les clés à son successeur. Sa démission, il devait la remettre dans un bref délai au chef du Conseil souverain Abdel Fattah al-Burhan et son adjoint après avoir tenu une réunion à huis clos avec le chef de l'armée. Seulement voilà, cette démission n'a pas vu le jour et aucune confirmation sur ce sujet n'a émergé non plus.
ce qui a laissé les portes grandes ouvertes aux doutes et aux interrogations de tout genre. Hamdok va-t-il démissionner ? Sa démission sera-t-elle acceptée? Va-t-il faire fi des revendications de la population qui exigent le retour à l'état civil? Ou va-t-il résister pour tenter de mener le pays à bon port, c'est-à-dire le retour à un état civil comme le stipule la communauté internationale, mais aussi l'Union africaine? Sur le plan politique, la situation est toujours dans le flou, ce qui laisse bien entendu place aux rumeurs comme celle faisant état de l'assignation à résidence du Premier ministre Abdallah Hamdok, vite démenti d'ailleurs par le bureau du Premier ministre lui-même qui affirme que ce dernier bénéficie, je cite, d'une pleine liberté de mouvement, de réunion et de communication. Deuxième démenti donc en l'espace d'une semaine seulement. Toutefois, le Premier ministre dise les informations en cours, n'a pas assuré ses fonctions dans son bureau depuis une semaine, alors que d'autres affirment qu'il continue tout naturellement de rencontrer des personnalités politiques et militaires à son domicile. Bref, les contradictions des informations seraient un indice sur la position de Hamdok qui maintient sa volonté de démissionner pour mettre Abdel Fattah al-Burhan face à ses responsabilités et pourquoi pas exercer une pression sur les militaires en place. Un forcing qui en dit long sur la situation sévissant dans le pays au milieu de la contestation populaire grandissante appelant au retour à l'ordre civil et critiquant les dernières mesures prises par al-Burhan, les qualifiant de mesures, je cite, putschistes. La démission de Hamdok sera-t-elle acceptée? Sera-t-elle rejetée? Et dans les deux cas, quel salut attend le pays plongé dans le chaos depuis près de 10 mois? Au Mozambique, 4000 personnes ont été obligées de fuir leur village en décembre 2021 en raison des attaques terroristes qui durent depuis 4 ans dans la province du Cabo Delgado, au nord-est du pays. Mais depuis fin novembre, les attaques se multiplient en dehors du territoire habituel des terroristes. L'ex-président déchu de la Guinée, Alpha Condé, 83 ans, renversé le 5 septembre, a été autorisé vendredi à quitter le pays pour des examens médicaux en concertation avec la CEDEAO. L'ancien président Alpha Condé est autorisé à aller se faire consulter à l'extérieur pour une période d'1 mois, explique un communiqué du gouvernement lu vendredi soir à la télévision publique. La date de son départ n'a quant à elle pas été précisée. Et cet important incendie à présent en Afrique du Sud qui s'est déclaré aujourd'hui, ce matin, au siège du Parlement au Cap dans la matinée. Les pompiers étaient toujours sur place pour tenter de maîtriser les flammes. Le feu s'est déclaré dans un ancien bâtiment du Parlement aux alentours de 3 heures GMT en début de matinée. Des flammes et la fumée étaient visibles au-dessus du bâtiment. Aucune victime n'a été signalée pour le moment. Afrique du Sud, toujours hier, ont eu lieu les funérailles de Desmond Tutu, décédé à l'âge de 90 ans. Desmond Tutu était un militant et fervent défenseur des questions humanitaires, rejetant toute forme de discrimination raciale en Afrique du Sud, mais aussi dans d'autres pays tels que la Palestine. Il s'est toujours opposé au régime d'apartheid imposé par l'entité sioniste à l'encontre de la population palestinienne. Les détails avec Amin Touta. Des décennies de lutte et du militantisme marqués à travers l'histoire humaine sous le nom de Desmond Tutu, un militant pour les libertés et l'égalité entre les peuples et qui a dépassé dans son combat les frontières du continent africain pour défendre les droits des personnes vulnérables et les populations opprimées, à l'image de la Palestine. Durant des années, Tutu a montré son soutien indéfectible au peuple palestinien en lutte pour sa souveraineté sur ses terres. Il s'est farouchement opposé à l'occupation illégale du colon et au massacre dont est victime la population de Gaza et les scènes d'apartheid à l'encontre des citoyens à travers les checkpoints et le blocus économique. Desmond Tutu comparait le traitement réservé par Israël aux Palestiniens à l'apartheid qui régnait en Afrique du Sud. J'ai été au territoire palestinien occupé et j'ai été témoin de la ségrégation raciale dans les routes et les logements, ce qui m'a beaucoup rappelé les conditions que nous avons vécues en Afrique du Sud.
sous les systèmes racistes de l'apartheid. Une cause pour laquelle le lauréat du prix Nobel a plaidé avec ferveur à travers la participation aux manifestations de soutien au peuple palestinien, en scandant haut et fort contre l'injustice de l'occupation illégale. Officiellement retiré de la vie publique depuis quelques années déjà, Desmond Tutu reste une figure historique de la lutte contre l'injustice et qui a cru avec conviction que la lutte pour la liberté l'emporterait du continent africain au Moyen-Orient. Macky Sall, bientôt à la tête de l'Union africaine. Cette présidence prendra effet à partir de février 2022 pour une durée d'1 an. Il sera le 4e président sénégalais à assurer la présidence panafricaine. Le nouveau président aura du pain sur la planche avec des dossiers brûlants hérités de son prédécesseur, le Congolais Étienne Tshisekedi. Leila Gertal. Une année 2022 qui annonce bien des changements à la présidence de l'Union africaine 2022 sera assurée par le président sénégalais Macky Sall pour une durée d'1 an. C'est le 4e président sénégalais qui assure ce poste après Léopold Sédar Senghor et Abdou Diouf. Ce sera donc au tour de Macky Sall de prendre la tête de l'Union africaine pour présider aux destinées du continent africain et tenter, pourquoi pas, de gérer les dossiers brûlants. L'année 2021 fut une année marquée par un contexte de crise sanitaire de Covid-19 assez plombant, ce qui n'a pas été un point fort pour le mandat du Congolais Étienne Tshisekedi, qui a laissé un bilan en demi-teinte à son successeur. Le mandat du président congolais a également été fortement marqué par des crises politiques telles que le putsch au Soudan et la crise du Tigré en Éthiopie, siège même de l'Union africaine, sans compter le dossier malien, guinéen, tchadien sur les portes d'élections générales et présidentielles très importantes pour leur avenir. Autrement dit, il y aura du pain sur la planche du futur président de l'Union africaine et c'est loin d'être simple, car si la pandémie n'a pas été de main morte avec la population africaine en proie aux crises et à la pauvreté dans certaines régions, les conflits et leurs résolutions n'ont pas non plus contribué à apaiser les tensions. Ainsi, Macky Sall, qui prendra ses fonctions en février 2022, devra répondre aux attentes politiques des uns et apaiser les incertitudes des autres, régler la crise éthiopienne au moment même où le Front du Tigré accuse l'Union africaine, je cite, de partialité. Il devra également assurer la transition militaire en Guinée, au Soudan, au Tchad, mais aussi au Mali. Assurer également les processus électoraux en cours. Bref, le président Macky Sall devra faire preuve d'une grande dextérité spirituelle. Dans le dossier santé, situation plus ou moins stable en Algérie selon les chiffres communiqués par le ministère de la Santé, avec 386 nouveaux cas confirmés de Covid-19, 224 guérisons et 8 décès qui ont été enregistrés ces dernières 24 heures. Épicentre actuel de la pandémie de Covid-19, selon un comptage de l'AFP, l'Europe a dépassé le cap des 100 millions de cas recensés depuis la découverte du virus en décembre 2019, soit plus du tiers du total des contaminations dans le monde. Pour l'heure, ce pic épidémique ne s'accompagne pas d'une hausse des décès. Neila Hamoud. Depuis son apparition en Chine en décembre 2019, l'Europe dépasse pour la première fois le cap des 100 millions de cas de Covid-19, ce qui représente pas moins d'un tiers du total des contaminations dans le monde. Le rythme actuel de transmission dans les 52 pays et territoires allant de la côte atlantique jusqu'à l'Azerbaïdjan et à la Russie est très préoccupant puisque le nombre de cas positifs explose. Des niveaux de contamination inédits, avec plus de 4,9 millions de contaminations supplémentaires liées au variant Omicron, ont été enregistrés ces 7 derniers jours. Le Danemark, pays le plus touché au monde, explose son record de cas Covid détectés. L'incidence danoise signifie que plus d'un habitant sur 60 a été testé positif au cours de la semaine écoulée, suivi de Chypre avec un taux d'incidence de 1969 et l'Irlande avec 1964. En France, où l'incidence est proche de 1500, plus d'1 million de cas ont été enregistrés ces 7 derniers jours, soit près de 10% du nombre total de cas enregistrés dans le pays depuis le début de la pandémie. Pendant que le taux de contamination en Europe est en augmentation, le nombre de décès, lui, a atteint les 3400 quotidiens, soit une baisse de 7% par rapport à la semaine précédente.
Selon les données publiées par le site Our World in Data, la population européenne est légèrement plus vaccinée que la moyenne mondiale. 61% des Européens sont entièrement vaccinés. Et en Angleterre, le nombre de personnels en arrêt maladie a doublé en un mois à l'hôpital, un chiffre inquiétant face à l'augmentation des personnes hospitalisées. La pression est de plus en plus forte sur les centres hospitaliers. 24 000 soignants en arrêt au lendemain de Noël, contre 11 000 il y a un mois. Des soins non urgents ne sont déjà plus pris en charge. Et le ministre britannique de la Santé, Sajid Javid, a indiqué samedi que de nouvelles restrictions ne seraient imposées quand tout dernier ressort en Angleterre, malgré une déferlante de cas Omicron. Il estime qu'il faut apprendre à vivre avec la maladie. Le Royaume-Uni, qui est l'un des pays les plus touchés, avec près de 149 000 morts de la pandémie. Et à partir de lundi 3 janvier, les personnes positives au Covid-19 en France et ayant un schéma vaccinal complet devront s'isoler pendant une durée de 7 jours, quel que soit le variant. Cet isolement pourra être levé au bout de 5 jours en cas de test antigénique ou PCR négatif, a annoncé le ministre de la Santé, Olivier Véran. Et au Canada, toutes les solutions sont bonnes à prendre pour pousser sa population à se faire vacciner. Priver d'indemnité les Canadiens ayant perdu leur emploi pour avoir refusé de se faire vacciner, c'est la mesure drastique que prévoit le ministre de l'Emploi. Elle refuse que l'allocation actuelle serve à décourager le travail alors que le pays connaît une résurgence fulgurante de cas de Covid. En Europe toujours, les autorités italiennes ont réquisitionné le port de Pazzolo en Sicile pour autoriser le débarquement de pas moins de 440 migrants secourus en mer Méditerranée par le navire d'une ONG allemande, portant ainsi à 67 000 le nombre de migrants arrivés en Italie pour l'année 2021. Les détails avec Sohila Kilal. Pas moins de 440 migrants ont été autorisés à débarquer vendredi au port de Pozzallo en Sicile après avoir été secourus par un navire de l'ONG allemande Sea-Watch, ce qui porte à plus de 67 000 le nombre d'arrivées dans la péninsule en 2021. Cette semaine, le ministère italien de l'Intérieur avait déjà autorisé un bateau affrété par Médecins sans frontières à accoster au port sicilien d'Augusta, avec à son bord 558 migrants rescapés. Selon les chiffres avancés par le ministère italien de l'Intérieur, 67 040 migrants ont déjà débarqué en 2021 en Italie, contre 34 154 en 2020. Le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU a de son côté annoncé que depuis le début de l'année 2021, plus de 114 500 migrants ont déjà réussi à rejoindre l'Europe, se concentrant en Italie, en Grèce, en Espagne, à Chypre et à Malte. Toujours selon le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU, 1839 personnes ont perdu la vie ou ont disparu en tentant la traversée cette année. En Palestine, l'armée sioniste a bombardé dans la nuit de samedi à dimanche le sud de la bande de Gaza, des frappes menées à l'aide d'avions de combat sionistes. Et toujours en Palestine, 79 enfants palestiniens ont été tués en 2021 par les forces de l'occupation sioniste, selon un rapport annuel publié par le collectif des familles de martyrs, et pas moins de 8000 Palestiniens ont été arrêtés par l'entité sioniste durant l'année 2021, ont révélé des associations s'occupant des affaires des prisonniers dans un rapport annuel conjoint. En Irak, des milliers de manifestants pour le deuxième anniversaire de la mort du général Soleimani se sont réunis à Bagdad. Ils ont appelé au retrait total des forces étrangères et des forces américaines d'Irak. Ils ont déferlé sur une place fermée à la circulation, brandissant de grands drapeaux blancs frappés de l'insigne du Hajj et des drapeaux irakiens.
Aux États-Unis, alors que des centaines de maisons étaient en proie aux flammes dans le Colorado jeudi soir, des chutes de neige ont permis d'éteindre les incendies qui ravageaient cet État américain frappé depuis plusieurs années par une sécheresse exceptionnelle. Les détails avec Amalam Zienzitouni. Incroyable mais vrai. Des incendies en plein hiver et des couches de neige qui stoppent la propagation du feu. C'est un phénomène météorologique extrême qui s'est produit cette fin de semaine dans l'État américain du Colorado. D'impressionnantes flammes ont déchiré le ciel, attissées par des vents violents qui ont soufflé jusqu'à 160 km/h jeudi. L'incendie aurait été causé par la chute de lignes électriques sur un sol aride. Près d'1 millier de maisons sont parties en fumée et au moins 33 000 personnes ont été forcées d'évacuer leur foyer, mais aucun décès n'a pour l'instant été rapporté. Cependant, 3 personnes sont portées disparues. Sur des images aériennes, des rues entières ne sont guère plus que des tas de cendres fumantes. L'incendie, contrairement à des feux précédents, a touché des banlieues et pas seulement des zones rurales. Fruit du hasard, dérèglement climatique ou miracle de la nature, de fortes précipitations neigeuses tombées au lendemain sur le Colorado ont étouffé les dernières braises qui ravageaient une partie de cet État montagneux de l'ouest des États-Unis. Un contraste frappant avec la fournaise de la veille. Période habituellement peu propice à ce type d'événement dans la région, le service météorologique américain avait pourtant placé une partie de cet État montagneux de l'Ouest sous alerte tempête hivernale. Ces anomalies météorologiques ne relèvent pas forcément du réchauffement climatique selon les experts, mais pourraient avoir un lien avec d'autres phénomènes climatiques. Au moins 12 personnes sont mortes et 13 autres ont été blessées en Inde au cours d'un mouvement de foule dans un sanctuaire religieux samedi 1er janvier au Cachemire indien selon les autorités. Le drame s'est produit à environ 3 heures alors qu'il faisait encore noir sur la route menant à Mata Vaishno Devi, l'un des sanctuaires hindous les plus fréquentés du nord du pays. Le 1er janvier 2022 a vu la naissance en Asie de la plus grande zone de libre-échange au monde. Il s'agit du partenariat régional économique global, un bloc qui comprend notamment la Chine, le Japon, l'Australie et la Corée du Sud et qui représentera à lui seul le tiers du produit intérieur brut de la planète et le tiers de la population mondiale. Retour en Algérie pour parler économie. Toujours, la loi de finances 2022 tente d'instaurer une nouvelle approche en matière de fiscalité vis-à-vis du contribuable algérien, notamment les opérateurs économiques, en vue de soutenir et accompagner la relance économique inscrite dans le calendrier 2022-2024. Les mesures phares du volet fiscal de la loi de finances avec Khairdine Batnache. Signée par le président algérien Abdelmajid Tebboune le 31 décembre 2021, la loi de finances 2022 est officiellement entrée en vigueur. Le texte de loi organisant les dépenses et les recettes de l'État prévoit un ensemble de mesures fiscales, ciblant entre autres la relance de l'investissement. L'Algérie, qui reste sur un excédent de la balance commerciale de l'ordre de 1,4 milliard de dollars au 30 novembre 2021, entend doubler le volume du PIB à l'horizon 2024 et vise l'équilibre budgétaire durant la même période. La loi de finances 2022 comporte certaines dispositions nouvelles que nous considérons comme étant révolutionnaires et qui vont dans le sens de la réforme et de la justice d'une part et l'élargissement de l'assiette fiscale d'autre part, pour un retour aux fondamentaux de la fiscalité. Une fiscalité qui participe d'un effort de constitution de la richesse sociale, indépendamment des mesures qui contribuent à l'encouragement de l'investissement. Parmi les mesures phares, on retiendra l'élargissement du champ d'application de l'impôt sur le bénéfice des sociétés, en y incluant le bénéfice, produit et revenus réalisés en Algérie par des entreprises étrangères, via des obligations portant sur les biens qu'elles possèdent en Algérie. Il convient également de noter l'introduction de la valorisation des opérations libellées en monnaie étrangère, lors de la détermination du résultat fiscal imposable. La loi de finances 2022 prévoit également la modification des modalités de détermination de l'impôt sur le revenu global, notamment via la réinstauration du principe de l'imposition des revenus des personnes physiques.
ainsi que la révision du barème de l'IRG sur salaire. Par ailleurs, le texte de loi prévoit l'introduction d'un précompte à l'importation fixé à un taux de 2%, ainsi que l'élargissement des exonérations fiscales octroyées dans le cadre de la loi de finances pour 2020, une mesure qui concerne également les start-up. En ce qui concerne les contrats conclus avec des sociétés étrangères, la loi de finances consacre l'allègement des obligations des sociétés n'ayant pas d'installation professionnelle permanente en Algérie. Et en parlant d'économie en Algérie, l'année 2020 a été marquée par un ralentissement économique en raison de la propagation de la pandémie Covid-19. En revanche, en 2021, les indicateurs ont connu une certaine stabilité sur plusieurs plans, avec l'espoir d'une meilleure croissance en 2022. Analyse avec Mohamed Wali Benchaben. Après que le taux de croissance économique en Algérie a baissé à environ de moins 5% en 2020, le bond s'est produit au cours du deuxième trimestre 2021 à 6% pour confirmer le début effectif de la reprise économique et financière du pays. D'autant plus que tous les indicateurs annoncés ont renforcé cette tendance haussière à tous les niveaux. Des actions rapides et ambitieuses prises par les pouvoirs publics pour contenir les coûts humains et économiques sont importantes, ce qui va permettre une réduction importante du déficit budgétaire global qui pourrait baisser de 10,3% du PIB en 2021 à 8,7% en 2022. Au deuxième semestre de 2021, le secteur des hydrocarbures a engendré des résultats probants, enregistrant une augmentation spectaculaire des exportations de 60% en valeur et de 12% en volume. Cette amélioration s'explique selon le ministère de l'Énergie par l'augmentation du volume des exportations des hydrocarbures, soit plus 22% par rapport à l'année dernière, mais aussi à cause de l'augmentation des exportations nationales de gaz naturel, des exportations qui ont déjà dépassé 30 milliards mètres cubes au cours des 9 derniers mois de l'année 2021. Tous les résultats obtenus, même les records de l'exportation hors le secteur des hydrocarbures de 4,5 milliards de dollars ont été réalisés sans recourir à la planche à billets ni à l'endettement extérieur. 2022 sera une année consacrée exclusivement à la relance de l'économie algérienne, mais aussi propice à la collecte des premiers fruits des réformes introduites dans tous les secteurs. Sport à présent, le rallye Dakar 2022, considéré comme la course la plus difficile et la plus dangereuse du monde, a débuté hier en Arabie Saoudite. Pour la troisième fois consécutive, l'Arabie Saoudite accueille cette compétition aussi difficile à terminer qu'à gagner. Il s'agira de la 44e édition qui débute par la première étape dans la ville de Hail et se terminera le 14 janvier à Jeddah en termes de la 12e étape. Culture pour terminer, une des stars montantes d'Hollywood, l'Algérienne Sofia Boutella, s'est démarquée par son jeu d'actrice, elle qui vient de la scène et de la danse. Amira Becha. Partie d'Algérie dès sa jeune enfance, Sofia devient aujourd'hui star hollywoodienne. Sollicitée au début autant que danseuse dans des vidéoclips ou des tournées de concerts, elle est à côté de grands noms de la musique du monde, à l'instar de Madonna, Rihanna ou encore Michael Jackson. Repérée ensuite par des directeurs de casting, Sofia enchaîne les films et donnera la réplique à des acteurs emblématiques tels que Tom Cruise, Russell Crowe ou encore Charlize Theron. Sofia Boutella revient avec un nouveau film, Rebel Moon, autrement dit Lune rebelle du réalisateur Zack Snyder qui l'a choisi dans le rôle principal. Sofia incarne le rôle d'une jeune femme au passé mystérieux qui cherche des guerriers pour aider une colonie pacifique aux confins de la galaxie à se défendre contre les menaces tyranniques. Cette science-fiction hollywoodienne est prévue pour 2023. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo présentée par Amel Amziane Zitouni. Excellente suite des programmes sur Al24 News. À tout à l'heure pour l'édition de 19h.